Une brume épaisse, lourde de non-dits, s'accroche aux rangs de vignes. Non pas la douce humidité matinale qui promet le millésime, mais celle, tenace, qui précède la ruine. Regardez cette famille. Le père, les mains noueuses par des décennies de travail acharné. La mère, les yeux cernés par l'angoisse. Leurs enfants, nés ici, élevés dans l'odeur de la terre et du vin. Leur domaine, 4 générations de sueur et de fierté, se meurt. Non pas d'une mauvaise récolte, mais d'une offre impossible à refuser. Une somme colossale, absurde, surgit de nulle part, signée par une entité dont le nom résonne comme un écho lointain, une société opaque dont le siège social est à des milliers de kilomètres. Le sol qu'ils ont tant aimé, la vigne qu'ils ont tant choyée. Tout est à vendre, et bientôt tout sera vendu. Elle, âme du lieu, éteint avant même que le dernier acte de vente ne soit signé. C'est la mort silencieuse d'un héritage. On vous l'a dit, on vous le répète, c'est l'ouverture des marchés, l'investissement étranger, facteur de croissance, une aubaine pour les territoires, une manne pour le commerce. On vous dit que c'est la mondialisation, le progrès, la libre circulation des capitaux, un développement sain, nécessaire même pour nos régions viticoles. Ce n'est pas la vérité, c'est un cheval de Troie, un vol organisé, une spoliation méthodique de nos terres, de notre histoire, de notre identité, orchestrée dans l'ombre. Pas une transaction, mais une conquête économique silencieuse. Une dépossession par l'argent, plus insidieuse que par le canon. Le vin n'est plus une culture, il est un actif. La terre n'est plus un terroir, elle est une marque. Et la France, un rayon dans l'immense supermarché global. Comment cela se produit-il? La mécanique est implacable. Les acquéreurs, souvent des entités chinoises, qu'elles soient privées ou liées à l'État, opèrent avec une précision chirurgicale. Ils ne s'intéressent pas au vin en tant que tel, du moins pas au début. Ils veulent la terre, le prestige de l'appellation. Ils ciblent les domaines familiaux, souvent petits ou moyens, qui croulent sous les dettes, peinent à trouver un successeur ou simplement vieillissent. Des intermédiaires discrets, avocats d'affaires, banquiers, facilitateurs, repèrent ces cibles, ouvrent les portes. Les offres tombent, vertigineuses. Des sommes que le marché local ne pourrait jamais envisager, des millions, parfois des dizaines de millions d'euros, pour des propriétés qui, il y a 20 ans, n'en valaient qu'une fraction. Prenons L, exemple D, un château de Bordeaux. Il se vendait peut-être 1 million de chaque euro il y a 3 décennies. Aujourd'hui, il peut en valoir 20, même sans un vin d'exception. Le terroir est acheté comme un trophée, un placement immobilier de luxe, un symbole de statut social pour une nouvelle élite mondiale, vidée de sa substance culturelle. Les réglementations locales, conçues pour protéger le patrimoine, sont contournées par des montages financiers complexes, par des sociétés écrans dont la traçabilité s'évanouit dans les paradis fiscaux. Le silence de l'argent est assourdissant. Le piège se referme. Chaque vente est un maillon de plus dans cette chaîne de dépossession. Le jeune vigneron français, passionné, qui souhaite reprendre le domaine familial ou en fonder un, est asphyxié. Son capital est dérisoire face aux milliards déversés par les investisseurs lointains. La terre devient inaccessible. Un hectare de vigne à Bordeaux peut atteindre 1,5 million d'euros, parfois plus dans les appellations prestigieuses. Qui, parmi les jeunes, peut rivaliser? Le marché local est déréglé. Les prix s'envolent, non plus selon la valeur intrinsèque de la terre et du travail, mais selon la capacité de surenchère d'acheteurs qui ne mesurent pas la terre en hectares, mais en symboles. Le tissu social se déchire. Les familles de vignerons se voient contraintes de vendre non par choix, mais par nécessité ou par l'attrait d'une somme qui, à leur échelle, représente une vie entière. La désertification de l'arrière-pays viticole s'accélère. Les traditions s'estompent, remplacées par une logique de rentabilité froide, parfois par une gestion à distance qui ignore les spécificités locales. La langue, l'histoire, les paysages se transforment. Et avec eux, notre identité. Lentement, mais sûrement. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime.
Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans nos vignobles, nous devons nous tourner vers une autre époque, un autre empire qui connut une gloire immense avant de sombrer dans l'oubli, non pas sous le fer et le feu, mais sous le poids de son propre aveuglement et d'une lente érosion économique, la République sérénissime de Venise. Au XIIIe siècle, Venise était le cœur battant du monde, une puissance maritime inégalée, une république dont le savoir-faire, l'audace et l'indépendance forgeaient son identité. Ses navires parcouraient toutes les mers connues, ses marchands étaient les rois du commerce, ses artisans des génies. Elle contrôlait les routes de la soie, les épices, les trésors de l'Orient. Elle était le fruit d'une symbiose parfaite entre l'homme, la mer et le génie commercial. Elle bâtissait des fortunes colossales, des palais fastueux, une culture unique. Mais la graine du déclin était déjà semée. Le point de rupture ne fut pas une bataille perdue, ce fut une série de décisions, de concurrences, de changements de paradigme économique. Les nouvelles routes maritimes ouvertes par les Portugais contournèrent Venise. L'Empire ottoman grignota ses comptoirs. Les banquiers italiens et allemands commencèrent à financer des entreprises qui la détrônaient. Plutôt que de s'adapter radicalement, la noblesse vénitienne, engoncée dans ses privilèges et sa nostalgie, préféra jouir de sa fortune passée. Elle vendit progressivement ses navires de guerre, ses arsenaux, ses participations dans les routes commerciales pour maintenir l'illusion de sa grandeur. Elle transforma sa ville en un musée pour les princes d'Europe, un lieu de plaisir et d'art, oubliant qu'elle était avant tout une machine commerciale, un rempart de savoir-faire. Elle perdit sa souveraineté économique, puis sa souveraineté politique, non pas en un jour, mais sur des siècles. De puissance dominante, elle devint un joyau à contempler, vidé de sa substance, à la merci des puissances émergentes. Le lion de Saint-Marc rugissait moins fort. Les conséquences humaines furent dévastatrices. Les artisans, les verriers de Murano, les ouvriers de l'Arsenal, qui avaient bâti la fortune de la République, virent leur métier périclité. Leurs secrets furent copiés, leur marché pris par d'autres. Les marins se retrouvèrent sans navire, les commerçants ruinés par la concurrence. Les familles vénitiennes, jadis fières et indépendantes, se virent réduites à vivre sur une gloire passée, à divertir les touristes et les riches étrangers qui venaient admirer une ville qui n'était plus vraiment la leur. La fierté collective fit place à une mélancolie profonde. L'identité vénitienne, autrefois si vive, si singulière, fut dissoute dans la fascination extérieure. La cité des Doges, jadis le cœur du monde, n'était plus qu'une ombre, un décor sublime pour les désirs d'autrui. Hier, Venise. Aujourd'hui, Bordeaux, la Bourgogne, l'Alsace. Le même aveuglement, la même complicité. Nos vignobles, symboles millénaires de notre terroir, de notre culture, de notre art de vivre, sont aujourd'hui la proie d'une même prédation silencieuse. Ils sont achetés, non pas pour la passion du vin, mais pour l'acquisition d'un label, d'un foncier stratégique, d'un soft power déguisé. Les grands noms que nous pensions éternels tombent les uns après les autres. Des châteaux iconiques de Bordeaux, comme le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne, ont vu leur drapeau changer de couleur. Ce n'est plus de la terre, c'est une monnaie d'échange, une carte de visite, un placement sûr dans un monde incertain. Nous observons, impuissants, la vente de notre âme, de notre héritage, sous le regard complaisant d'une élite économique et politique qui y voit des opportunités plutôt qu'un sacrilège. Les signes avant-coureurs de cette désintégration sont partout, pour qui veut bien les voir. En 2 décennies, plus de 150 domaines viticoles en Gironde sont passés sous pavillon chinois. En Bourgogne, la tendance est la même. Les prix des terres viticoles s'envolent. Un hectare en Champagne peut atteindre plus d'1 million d'euros. Qui peut investir de telles sommes sans un capital illimité? Les jeunes agriculteurs français sont évincés. Les appellations les plus prestigieuses, comme Pomerol ou Saint-Émilion, Wijnvapat, en ont une part croissante de leurs exploitations aux mains d'intérêts étrangers.
La langue française disparaît progressivement des transactions, remplacée par le mandarin ou l'anglais des affaires. Les méthodes de culture changent, moins axées sur la tradition et le respect du terroir, plus sur la production de masse ou le marketing global. Le savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, est dilué, souvent perdu, au profit d'une approche purement industrielle. Et pendant ce temps, nos responsables politiques célèbrent les investissements sans jamais questionner leur nature profonde ni leurs conséquences à long terme. Que va-t-il advenir de notre patrimoine dans 5, 10, 20 ans? Nos vignobles de Bordeaux et de Bourgogne, de la Loire et du Rhône, risquent de devenir des parcs à thème pour touristes fortunés, des vitrines aseptisées pour des vins dont la production aura été standardisée, vidée de son âme, de sa spécificité. La France, premier producteur mondial de vin, verra son industrie contrôlée par des fonds d'investissement étrangers et des États lointains, dictant les règles du jeu, les prix, les marchés. La terre agricole, ce qui fonde notre souveraineté alimentaire et culturelle, sera privatisée à l'extrême, transformée en actif purement financier. Le vignoble français, autrefois symbole de résistance et d'identité, ne sera plus qu'une marque globale, une image sans substance. Ce sera une perte irréversible, une mutilation de notre identité, une reddition silencieuse que l'histoire ne manquera pas de juger avec la plus grande sévérité. Nos enfants hériteront d'un pays magnifique, mais dont le cœur et la terre auront été vendus par fragments. Face à cette spoliation silencieuse, face à cette submersion économique qui menace l'âme même de notre nation, comment résister? Comment se protéger? Il ne s'agit plus seulement de survie financière, mais de survie identitaire. D'abord, la terre. Investissez dans le foncier si vous le pouvez, que ce soit une petite parcelle agricole, un lopin de terre, une forêt, ou simplement votre résidence principale. La terre est le seul bien dont la quantité est finie, le seul qui ne peut être délocalisé, le seul ancrage solide face à l'instabilité des monnaies et la voracité des empires. Achetez français, soutenez les coopératives, les jeunes agriculteurs, ceux qui luttent pour préserver notre patrimoine. Ensuite, nos compétences. Développez des savoir-faire non délocalisables, des métiers manuels, des services qui s'ancrent dans le réel, dans le quotidien, dans la communauté. L'artisan, le petit commerçant, le paysan, le médecin de campagne, ces métiers sont les piliers de la résilience, des boucliers face à la financiarisation. Enfin et surtout, la communauté. Renforcer les liens locaux, créer des réseaux de solidarité, des circuits courts, des échanges locaux. Face à l'atomisation imposée par la mondialisation, la communauté est notre ultime refuge, notre force collective. Le localisme n'est pas un repli, c'est une stratégie de survie. Le patrimoine n'est pas un actif, c'est une promesse. Une promesse faite aux générations futures de leur laisser une terre, une culture, une histoire dont elles pourront être fières. Ignorer les rimes sombres de l'histoire, c'est se condamner à en être le prochain chapitre. Le déclin n'est jamais une fatalité, mais une succession de renoncements. Ne soyons pas cette génération qui a vendu son âme pour un plat de lentilles. Pour percer les voiles du mensonge et armer votre esprit face aux vérités cachées, abonnez-vous à l'Archive du Capital.